La Coupe aux grandes oreilles ou Ligue des champions, jugée comme la plus grande compétition en club de l'histoire du football, a connu cette saison un renouveau. Des modifications permettant à notre si belle coupe, ainsi qu'à ses deux petites sœurs, de ne pas s'épuiser avec le temps. Ayant fait beaucoup de bruit à son annonce, le nouveau format est au moins aussi excitant que l'ancien, et le côté renouveau se fait ressentir. Même si la plupart des personnes savent à peu près comment elle fonctionne, il y a toujours des pardons par-ci par-là, et j'ai décidé de mettre la lumière dessus. J'en ai fait mon enquête et je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Que vous soyez grand connaisseur du foot ou débutant, installez-vous. Bienvenue dans Tout savoir sur le football, les compétitions européennes. Pour introduire en douceur, la façon dont les places sont données par l'UEFA en Coupe d'Europe n'est pas fixe, mais cela ne se fait pas en fonction des équipes, mais en fonction des nations. En effet, plus une nation est performante, plus elle enverra d'équipes en Coupe d'Europe. Mais donc vous pourriez me demander, comment on fait pour savoir si une nation est meilleure qu'une autre ou gna gna gna? Cela est basé sur une échelle à base d'un coefficient, le coefficient UEFA. Le coefficient UEFA ou indice UEFA est le mot courant pour désigner le classement UEFA d'une association ou d'un club. Ici, je ne vais pas plus développer ce point, non pas par flemme, mais tout simplement car j'en ai fait l'objet de ma dernière vidéo, que je mettrai en description pour les intéressés, ainsi que dans le petit i en haut à droite. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir vu, mais ça vous aidera à mieux comprendre ce terme. Je vais quand même vous l'expliquer simplement. Pour résumer ce qui nous intéresse, le classement UEFA se fait sur 5 saisons et avantage les meilleures associations, qu'on vulgarisera ligue. Les ligues dont les équipes ont fait les meilleurs résultats finissent en première position, etc. etc. Et l'avantage de ce classement UEFA est que, plus on est haut, plus on aura de clubs dans les compétitions européennes et les saisons qui suivent. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré l'exemple du top actuel en vous disant cela. Comprendre que l'Angleterre et l'Espagne ont 5 clubs en Ligue des Champions, 2 en Europa League et 1 en barrage de Conference League. L'Allemagne et l'Italie, en revanche, n'ont qu'une seule place en Ligue des Champions de moins. Et la France, elle, aura 3 clubs directement qualifiés ainsi qu'un en barrage. Eh bien, c'est pas totalement vrai. En réalité, cela se présente plus comme cela. Et donc, il restait 2 places en Ligue des Champions, mais à qui vont-elles? Et c'est maintenant que je vais introduire une autre nouveauté du format actuel, la performance de ligue. En effet, les 2 dernières places de Ligue des Champions sont attribuées aux 2 meilleures ligues de la saison actuelle. Ce qui veut dire que si les 2 premières ligues du classement de 2024-2025 sont l'Estonie et Gibraltar, eh bien ces 2 ligues auront au moins un club assuré en Ligue des Champions 2025-2026. Parmi les autres ligues, les façons d'obtenir les places en Europe sont les suivantes. Bien sûr, il y a le fait de terminer en haut du classement de sa plus haute ligue, donc Ligue 1 en France ou bien Première Ligue en Angleterre. Prenons l'exemple cette fois du classement de la Ligue 1 2023-2024. Voici quels seraient donc les clubs qualifiés en Europe. La deuxième façon d'avoir une place européenne est, dans certaines ligues, de remporter la Coupe nationale qui offre des places en Ligue Europa, qui peut potentiellement dire qu'un club de seconde division ou moins peut se retrouver en Coupe d'Europe. Et vous pourriez me demander aussi, si le club est déjà qualifié en Coupe d'Europe et gagne la Coupe nationale, que se passe-t-il? Eh bien ici, 2 choix se font. Soit le club est qualifié pour une compétition plus élevée comme en Ligue des Champions, et donc le club reste qualifié en Ligue des Champions et sa place d'Europa League est reversée au prochain club non qualifié en Coupe d'Europe. Reprenons notre exemple de Ligue 1 2023-2024 en reprenant le classement. La finale de la Coupe de France a été remportée par le PSG, déjà qualifié en Ligue des Champions. La place sera donc reversée en Ligue 1, et voici les places européennes attribuées après la finale. Ou donc Nice, initialement qualifié en barrage de Conference League et qualifié en Europa League, et donc Lens 6ème ira en barrage de Conference League. Et pour les clubs qui sont qualifiés seulement en Conference League, et de même, ils vont en Europa League et reversent leur place de barrage de Conference League à un autre club dans la Ligue. Il y a tout de même une façon pour un club de se qualifier en Coupe d'Europe sans performer en Ligue, c'est de remporter une Coupe d'Europe, car effectivement, le vainqueur de la Conference League est qualifié en Europa League, le vainqueur de l'Europa League est qualifié en Ligue des Champions, et le vainqueur de Ligue des Champions est qualifié en Ligue des Champions. Une fois qualifiés dans cette Coupe européenne, ils vont donc concourir pour le titre lors de cette saison, passant par plusieurs phases que voici. En premier, il y a la phase de qualification. Cette phase de qualification n'est pas obligatoire, ou du moins tout le monde n'y passe pas. En effet, en Ligue des Champions et en Europa League, il y a des clubs qui sont qualifiés d'office en phase de ligue, notamment avec les places des grandes ligues, les différentes coupes nationales et coupes européennes, mais il y a aussi des clubs qui ne sont qualifiés qu'en les qualifications de ces coupes. Cela ne s'applique pas à la Conference League où aucun club n'est qualifié d'office et tous les clubs passent par les qualifications. Les qualifications, comment marchent-elles? Ce sont des matchs aller-retour à élimination directe, pour la coupe tout du moins, car si un club perd les qualifications, il sera alors reversé dans la coupe du niveau directement inférieur. Donc un club étant dans les qualifications de la Ligue des Champions peut très bien se retrouver en Europa League. Cela arrive même plutôt souvent. Une fois la phase de ligue commencée, ils y resteront jusqu'à leur élimination. Quand les barrages sont finis, il reste 36 équipes par compétition.
Il y a alors des tirages au sort pour déterminer qui jouera contre qui en phase de ligue. Pour comprendre comment la phase de ligue marche, on va tout d'abord voir les tirages au sort, qui sont les mêmes pour l'Europa League et la Ligue des Champions. Comme on l'a dit, il y a 36 clubs. Ces clubs sont répartis à l'aide du classement UEFA par club en 4 chapeaux de 9 équipes. Ensuite, par tirage informatique, chaque équipe du chapeau 1 tirera ses 8 adversaires, donc 2 par chapeau. Une fois cela fait, les équipes du chapeau 2, qui ont déjà leurs 2 adversaires du chapeau 1, vont tirer leurs 6 autres adversaires. Et ainsi de suite. Donc les équipes du chapeau 3 tireront leurs 4 derniers adversaires, et les équipes du chapeau 4 vont finalement tirer leurs 2 derniers matchs. Pour la répartition des matchs domicile-extérieur, il y aura un match à l'extérieur et un match à domicile pour chaque 2 matchs de chapeau. Pour la Conference League, c'est assez différent. Les équipes sont aussi divisées en chapeaux selon leur coefficient UEFA, mais cette fois dans 6 chapeaux de 6 équipes. Et donc au tirage au sort, chaque équipe en affronte 6 autres, dont une de chaque chapeau. Pour les matchs domicile-extérieur, 3 à domicile et 3 à l'extérieur. Les équipes sont ensuite mises dans un classement ensemble et à la fin des journées, elles seront réparties en fonction de leurs points et si égalité, en fonction de la différence de buts. Les 8 premières équipes vont alors directement en 8ème de finale, puis de la 9ème à la 24ème place, elles se battront en barrage intersaison pour se qualifier en 8ème de finale. A partir de ce moment-là, on n'est plus dans la phase de ligue mais on entre dans la phase finale. Avant de passer au barrage, il y a un tirage au sort, car effectivement, même si le tableau pourrait ressembler à ça, en réalité, l'UEFA voulant faire un minima au hasard, décide de le faire ressembler à ça, avec donc des tirages pour déterminer les barrages, puis des tirages pour déterminer les 8ème de finale. Et cette fois-ci, aucune différence entre les 3 coupes, le système est le même pour les 3. Les doubles rencontres à élimination directe, et s'il y a égalité au terme des 2 matchs, des tirs au but. Donc les équipes dans cette phase finale se rencontrent et s'éliminent jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2 pour la grande finale. Cette finale, elle, est un match unique dans un stade neutre, qui est choisi au début de la saison européenne. On dit neutre car c'est un stade qui n'est normalement pas celui d'un des 2 finalistes, mais il peut arriver que le club détenteur du stade se retrouve en finale et joue à domicile. Par exemple, cette saison, la finale de la Ligue des Champions se jouera à la Fußball Arena Munich. Et même si ce n'est pas le stade exact du Bayern Munich, le fait que Munich soit la ville donnerait un léger avantage au Bayern s'il venait aller en finale. Passons à la partie la plus intéressante. Pourquoi ce changement de format pour les coupes européennes ? Eh bien, il y a 3 avantages. Le premier, l'argument financier. Oui, c'est l'argument principal et le plus logique. Il y a plus d'équipes, donc plus de matchs en poule et même plus de matchs en phase finale. Si on combine les 3 compétitions, il y a 12 clubs en plus, attirant un plus grand public. En phase de poule, on passe de 6 à 8 matchs par équipe en Ligue des Champions et en Europa League. Et en Conference League, il y a toujours 6 matchs par équipe, mais plus d'équipes. Si on compte, avant, en phase de groupe, il y avait 16 matchs par compétition par journée, ce qui nous fait 288 matchs en poule. En matchs finaux, il y avait pour les 3 compétitions 16 huitièmes, 8 quarts, 4 demi et 1 finale, ce qui nous fait 87 matchs. Sans oublier les barrages intersaison d'Europa League et de Conference League, qui ajoutent 32 matchs. Donc on se retrouve à 119 matchs finaux, et en tout, on a 407 matchs européens. Avec le nouveau format, il y a 16 matchs par compétition sur 8 journées, sauf en Conference League où il n'y a que 6 journées, ce qui nous fait déjà 396 matchs. On rajoute les 87 matchs des 8e jusqu'en finale, car c'est pareil que la saison dernière, et on ajoute aussi les barrages intersaison, cette fois-ci 16 x 3, vu qu'il y en a aussi en Ligue des Champions, ce qui nous donne donc 135 matchs finaux, et un total de 531 matchs. Il y a donc 124 matchs de différence entre les saisons d'avant et les saisons actuelles, ce qui fait des recettes en plus grâce aux droits TV. Mais ce n'est pas tout, car en plus de ce nombre augmenté, un deuxième point qui ont cette fois dans 2 catégories, financiers et entertainment, les matchs en tant que tels. En effet, il y a certes plus de matchs, mais de meilleurs matchs. Comme avant, et les équipes du chapeau 1 ne pouvaient rencontrer que des équipes inférieures en poule, cela a donné lieu à des rencontres moins intéressantes, à part coup de chance que certaines équipes se rencontraient. Mais actuellement, tout le monde peut affronter tout le monde, qui a par exemple donné lieu à des gros matchs comme PSG City ou Liverpool Real, et cela dès les phases de poule. Ces gros matchs rapportent énormément à l'UEFA et permettent d'avoir des rencontres intéressantes, même en Europa League ou en Conference League. L'autre argument pour le côté entertainment, c'est le fait que rien n'est joué jusqu'à la fin. Vu que tout le monde peut rencontrer tout le monde et que les gros se rencontrent entre eux, ça fait que certaines équipes peuvent se retrouver mal classées ou au contraire des plus petites équipes peuvent performer. Avant, on était sûr à 99% de qui allait passer directement en 8ème dans chaque groupe. Alors que maintenant, si on regarde le classement final que je vous affiche à l'écran, on voit dans le top 8 certes des gros clubs,
mais on voit aussi des underdogs comme Lille ou Aston Villa. Alors qu'au contraire, dans le bas du classement à la limite de la qualification, on voit Paris, la Juventus et Manchester City, et même RB Leipzig qui est éliminé direct, et même constat en Europa League ou en Conference League. Et même les phases de ligue passées, dès les barrages, on voit des grands matchs directs, comme City et le Real, qui étaient pourtant deux favoris au début de la compétition. Tout ça pour dire, le public regardera dès le début car il y a des grands matchs du début à la fin. Le dernier argument qui est le moins logique mais pour moi le plus important pour l'UEFA, l'argument politique. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3 ans, le projet Super League était venu secouer la toile, voulant contrer l'UEFA à partir de gros clubs européens. L'UEFA, voyant son format vieillissant et les critiques venant de partout, a repris un bout de la Super League pour dynamiser sa compétition, la phase de ligue. Et ironiquement, cette phase de ligue a plus embêté les clubs partisans de cette Super League qu'autre chose. Et même si on peut penser que les deux n'étaient pas liés, car le nouveau format vient 3 ans après le drama Super League, eh bien vous vous doutez bien qu'un projet ne se fait pas en 3 jours, et puis le projet de nouveau format a été officialisé en début d'année 2023. Tout ça pour dire que si le public ne le voit pas, l'UEFA a bien joué son coup. Bon, les amis, maintenant vous savez tout sur les compétitions européennes et leur nouveau format, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait très chaud au cœur. Et si jamais vous avez des critiques ou remarques constructives, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous dis ciao.